Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et le décryptage. D'abord, la visite chahutée de François Hollande à la Courneuve. Le chef de l'État de retour dans les quartiers, mais pour quelle vision? Au-delà des mesures ponctuelles, de nombreux invités en notre compagnie pour en parler tout à l'heure. Voies SNCF coupées, voitures en feu, saccage. Des dizaines de gens du voyage se sont soulevés à Moirans, en Isère, pour réclamer la sortie de prison de l'un des leurs. Le sujet est sensible et très politique. Décryptage à suivre. Après la grève des policiers, c'est au tour des avocats. Les robes noires, voix rouges. Ils contestent la réforme de financement de l'aide juridictionnelle. Le mouvement prend de l'ampleur. Alors quelles sont les raisons profonde de leur colère? Débat à suivre. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. À la une ce soir, ces images de violence à Moirans, en Isère, des voies SNCF coupées, des véhicules en feu. Des dizaines de gens du voyage ont provoqué ces graves incidents. Ils demandent la sortie de prison de l'un des leurs afin d'assister à des funérailles. On a appris aussi qu'une mutinerie a éclaté au centre de détention d'Éton en Savoie. Une partie des détenus réclame aussi une permission de sortie pour l'un des leurs. Dans un communiqué, la préfecture de l'Isère indique que la situation est sous contrôle. Le Premier ministre Manuel Valls dénonce ce soir des violences inadmissibles et appelle à la fermeté. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette information. Autre titre, la suppression de 2700 postes chez Areva d'ici à 2017. Le spécialiste français du nucléaire veut faire des économies, 1 milliard d'ici 2 ans. Une annonce conforme à l'objectif de 3 à 4 000 suppressions de postes déjà détaillées en avril dernier. Des avions privés pour transférer les migrants. C'est ainsi que la police de l'air et des frontières déplace certaines familles pour désengorger le centre de rétention de Calais. Déjà 13 vols depuis début octobre. Une opération estimée à 1,5 million d'euros par an. Calais, où la situation se tend de jour en jour. 800 personnalités réclament un plan d'urgence pour la fameuse jungle où 6 000 migrants vivent entassés. Les détails avec Nathalie Guilloire. Les appels se succèdent, tous réclament un plan d'urgence car sur place la situation se tend de jour en jour. Après avoir réclamé la présence de l'armée, la maire de Calais montre aujourd'hui son désarroi. On est arrivé à un seuil de population qui est trop important et surtout qui a été très croissant en un temps minimum. Nous sommes démunis face aujourd'hui à notre législation puisque nous ne sommes pas en capacité de pouvoir calculer l'ensemble de ces personnes. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'armée puisse venir contrôler l'ensemble du périmètre. Un désarroi relayé par le monde artistique, 800 personnalités lancent l'appel de Calais, comme le réalisateur Michel Hazanavicius, des musiciens ou bien des comédiens comme Omar Sy. Ils dénoncent la jungle de Calais. 5 000 à 6 000 migrants vivent dans ce centre de rétention, alors qu'il ne peut accueillir que 79 personnes. Afin d'apaiser la situation, le gouvernement a annoncé fin août l'installation de containers permettant de loger 1500 personnes au sein d'un nouveau camp. Les travaux devraient débuter fin octobre. Plus de 96% des personnes déboutées resteraient en France. C'est le chiffre choc du dernier rapport de la Cour des comptes qui pointe les failles de la politique d'asile. Un droit d'asile coûteux et mal maîtrisé selon les sages de la rue Cambon. Mounir Soussi nous livre les principales conclusions de ce rapport signé du premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Refus du droit d'asile n'est pas synonyme de départ du territoire. 96% des déboutés ne quittent pas le pays. En 2014, la Cour des comptes recense un peu moins de 1500 éloignements pour 40 000 jugements défavorables. Elle pointe le manque d'application des obligations de quitter le territoire. Conséquence, le rapport souligne une hausse du coût de la politique d'asile, 690 millions d'euros pour l'année 2013, hors frais de santé et de scolarisation. Une des raisons de cette augmentation, la longueur du délai de traitement des dossiers, 2 ans en moyenne. La crise actuelle des migrants a poussé le gouvernement à s'engager à le réduire à 9 mois, mais l'application stricte des reconduites à la frontière a aussi un prix. En 2009, un rapport du Sénat chiffrait à 2 186 € le coût par personne d'une expulsion forcée.
Et puis ce soir, le parquet demande la relaxe pour Marine Le Pen. La présidente du Front National était jugée aujourd'hui au tribunal de Lyon. Elle est accusée en 2010 d'avoir comparé les prières de rue de musulmans à l'occupation nazie. Je n'ai commis aucune infraction, s'est défendue Marine Le Pen. Un effet de style lors d'un meeting selon l'eurodéputé et surtout une attaque politique à quelques semaines des élections régionales. Écoutez-la. Ceux qui me traînent devant le tribunal correctionnel prennent la responsabilité de cela. Voilà, de la violation de la liberté d'expression dans notre pays et de la tentative d'empêcher une responsable politique qui représente des millions de Français de soulever des sujets qui sont des sujets essentiels pour notre liberté individuelle, pour l'autorité de l'État, pour la défense de la laïcité, pour la défense de la loi. Maintenant, cette information sportive. 6 étapes dans les Alpes autour du Mont Blanc, le Mont Ventoux pour le 14 juillet. Le tracé du Tour de France 2016 a été révélé. 28 cols de montagne et un départ de la baie du Mont-Saint-Michel. Le Tour prend pour la première fois depuis 2013 son départ en France. Les coureurs visiteront les pays frontaliers de l'Hexagone, Espagne, Andorre ou encore la Suisse. On va plus loin maintenant avec le premier débat politique de la ville. Où en est-on en France aujourd'hui ? Les quartiers, les territoires défavorisés, la politique de la ville se rappelle au bon souvenir du président de la République François Hollande à la Courneuve ce mardi. Un déplacement chahuté et très politique aussi. Il intervient quelques jours avant le 10e anniversaire des émeutes qui ont secoué, vous le savez, les banlieues. C'était au mois de novembre 2005. Il y a eu depuis bien sûr beaucoup de promesses, d'engagements. Mais pour quels résultats concrets? Et puis y a-t-il une vision pour ces territoires? Et où va l'argent quand il y en a? On en parle avec nos invités ce soir. Mohamed Mechmach, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le porte-parole du collectif Assez le Feu, infatigable militant de la justice sociale dans les quartiers. Avec nous également ce soir Rost, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît en tant qu'artiste et c'est aussi en tant que président de l'association Banlieue Active que nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir. Vous luttez depuis de nombreuses années contre l'exclusion dans les quartiers populaires. Avec nous également Olivier Klein, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le maire socialiste de Clichy-sous-Bois et nous accompagne Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, éditorialiste, auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Point sur les i. Alors messieurs, d'abord, Mohamed Mechmach, je voulais avoir votre réaction quant à l'accueil chahuté, houleux, réservé à François Hollande. On va voir les images. Est-ce que ça vous a surpris ? Non, je ne suis pas spécialement surpris. C'est sûr que de voir des images comme ça, c'est toujours choquant et pénible. Mais en même temps, je veux dire, il y a aussi une attente latente dans ces quartiers qui ne date pas de ce quinquennat, qui date depuis une trentaine d'années. Je veux dire, ce sentiment clairement d'effet d'annonce qu'on fait au moment où les choses se font, ça prend du temps. Et les habitants, ils sont dans l'urgence quotidienne et dans la gestion quotidienne. Et c'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent, on ne les voit pas tout de suite, on les verra dans le temps, mais malheureusement, les habitants, eux, vivent les situations actuelles. Et c'est compliqué, effectivement, quand on sait qu'une majorité de gens ont voté pour François Hollande dans ces quartiers. Massivement. Hein. Massivement. Je pense qu'honnêtement, on aurait dû démarrer par aussi des promesses qui étaient dans cette mandature et ne serait-ce que les mettre en débat. Quoi. On va en parler ce soir. Ça va être le débat, justement. Mais Rost, je reviens aussi sur l'accueil. François Hollande a dit « J'ai entendu la déception aujourd'hui ». C'est de la déception, simplement ? Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Et puis le fait de rajouter aujourd'hui derrière, moi ça m'interroge encore plus parce que on sait depuis le début que avant même que François Hollande n'arrive au pouvoir, il savait très bien que la situation des quartiers populaires était très urgente. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Notamment, je prends le droit de vote des résidents étrangers, par exemple, qui est quelque chose d'important. Il y a eu énormément de renoncements sur certaines choses qui font que les gens leur en veulent, alors qu'ils auraient pu donner des signaux forts. Notamment le contrôle aux faciès, par exemple, qui aurait dû, normalement, les attestations de contrôle qui auraient dû être mises en place, qui avaient été promis, qui n'ont pas été faits. Le droit de vote des résidents étrangers. Là, l'État vient de faire appel sur l'histoire des contrôles aux faciès. Pour la première fois, les contrôles policiers ont été reconnus comme contrôle aux faciès et l'État vient de faire appel. C'est un signal qui est envoyé aussi. Donc tout ça, mis bout à bout. Il y a eu aussi ce qui s'est passé. Ça explique ce qu'on a vu aujourd'hui, selon vous ? On a vu cet été aussi ce qui s'est passé, par exemple, à Gaza
et le premier discours du président de la République. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont choqué les gens, qui font qu'aujourd'hui, les gens réagissent dans les quartiers. Alors, et je pense qu'on va aller, est parti sur le débat de fond. Olivier Klein, je poursuis mon tour de table. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu sévère ou c'est la réalité? Ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne va pas exagérer, ce n'est pas un effet de loupe sur ces images. Il y a eu quand même du chahut, ce n'était pas aussi houleux qu'on le dit, mais est-ce que c'était presque attendu? Les présidents de la République qui, en fonction, soient accueillis de manière mitigée, je pense que c'est un peu la règle. Moi, je crois qu'effectivement, il y a une impatience. Cette impatience, dans les quartiers populaires, elle est légitime. Il y a le discours d'une campagne électorale et il y a la réalité. La difficulté aussi, probablement que pendant la période de la campagne électorale, on n'a pas pointé les difficultés. Moi, je partage complètement ce qu'a dit Rost sur le droit de vote des étrangers. Je pense qu'on a eu tort et on a encore tort de ne pas le mettre en débat. Effectivement, c'est compliqué, il y a le Congrès, etc. Mais je crois que c'est aussi le propre des hommes politiques de prendre leurs responsabilités et que la droite et la gauche disent clairement ce qu'ils pensent sur cette question-là. Mais il y a aussi des choses qui ont changé. Et comme l'a dit très bien Mohamed Mechmach, je crois que le gouvernement sème beaucoup de graines. Le problème de la politique de la ville, c'est que dans le quotidien des gens, ça met trop de temps. On le voit, nous, à Clichy-sous-Bois, on a eu un programme de renouvellement urbain. Oui. On est en train de le terminer, la première étape, seulement 10 ans après. Et c'est vrai que pour les habitants de ces quartiers-là, quand il y a 10 ans, on leur racontait ce que serait leur quartier, ils avaient du mal à l'accepter. Et aujourd'hui, à Clichy, dans un autre quartier qui n'a pas encore commencé à se renouveler, eh bien, les gens ont du mal à se projeter parce que leur quotidien est souvent insupportable. Et on va parler de ces graines et de cette distorsion entre ce qui est fait, annoncé, et pourquoi les gens ne le perçoivent pas. Mais restons sur le climat, Yvan Rioufol. Je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit François Hollande aujourd'hui à propos d'une nouvelle phase qui commence. Nous sommes dans un lieu où il y a de la vitalité. Il y a un avenir pour la jeunesse, il y a un avenir pour les quartiers, il y a un avenir pour les territoires, même quand ils sont les plus fragiles. Je le fais 10 ans, presque jour pour jour, après la tragédie de Clichy et après des événements terribles qui avaient marqué notre pays, des émeutes. Et nous voulions, 10 ans après, à la fois porter ce souvenir, mais aussi montrer que nous étions aujourd'hui dans une nouvelle phase. Une phase de construction, une phase d'apaisement, mais aussi une phase de volonté d'égalité. Voilà, nouvelle phase, dit le président Yvan Rioufol. C'est important, c'est-à-dire que pour lui, il y a eu, ces 10 dernières années, une certaine politique et qu'aujourd'hui, on entame autre chose? Moi, j'entends des mots creux, je ne vois pas bien je vois un effet de communication électoraliste, je vois... je vois une parole démonétisée, si vous voulez. Donc je ne fais pas confiance et je crois que je comprends très bien que les citoyens des banlieues ne fassent plus confiance à ce genre de discours que l'on entend depuis maintenant 30 ans, 40 ans. Et ce genre de discours qui d'ailleurs a permis à la République de déverser des milliards sur les banlieues, 50 milliards ou plus pour la politique de la ville, pour pas grand-chose au bout du compte, puisqu'il... Oui, pour 50 milliards pour essayer... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres? On peut discuter sur les chiffres, mais pour tenter d'acheter la paix sociale, et on voit bien que la paix sociale ne s'achète pas avec des milliards. Et donc, le fond du problème qui reste toujours posé aujourd'hui, c'est que ces cités sont des cités oubliées, sont des cités qui ont été délaissées par la République, non pas par des problèmes budgétaires, mais par des indifférences à la politique d'intégration. Ce sont aujourd'hui des cités qui deviennent parfois même des contre-sociétés et qui ne se reconnaissent plus dans le discours commun. Ce que vous dites, on l'entend assez souvent dans le débat public, Mohamed Mechmach, qu'il y a beaucoup de milliards déversés sur les banlieues. Je vous laisse réagir. Le problème, encore une fois, je ne voudrais surtout pas dire qu'on en donne plus dans ces quartiers et pas ailleurs. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans la division. C'est-à-dire que si on prendrait ce qui se passe dans la situation des quartiers ruraux, à force de dire qu'on en met beaucoup plus dans les banlieues, on crée un fossé. Et donc, ce qu'il faut dire encore une fois, c'est pas qu'on en met plus, c'est où et comment aujourd'hui cet argent est effectivement dispatché, vers quoi il est orienté. Et vous le savez, vous gérez pas cet argent, mais vous gérez tout le tissu associatif. Sur le tissu associatif, je veux dire aujourd'hui, si on regardait un petit peu comme ce qui a été fait, du temps de M. Nicolas Sarkozy, c'était une baisse de subventions. Là, aujourd'hui, je ne suis pas l'avocat, en tout cas, de qui que ce soit, mais on a rééquilibré le manque qui manquait. Ensuite, ça ne suffit pas. C'est clair que ça ne suffit pas, il y a encore des choses à faire et on doit encore beaucoup plus. Mais moi, je pense que la question de dire on a mis encore beaucoup d'argent, c'est pas bon. Et vous avez une responsabilité parce que du coup, vous êtes tout simplement en train de renvoyer à des milliers de personnes qui nous regardent ou qui entendent ou qui vivent des situations compliquées qu'on s'occuperait plus des quartiers que des autres. Alors qu'en réalité,
Encore une fois, le problème de fond... Mais non, mais il faut constater, il faut tenter d'expliquer l'échec de cette intégration. Non, mais juste pour finir, le problème, il date pas d'aujourd'hui, il date depuis très longtemps. Mais je suis persuadé, tant qu'on continuera à mener une politique où on a le sentiment, encore une fois, que la politique de la ville doit être quelque chose qu'on doit dissocier du reste des problèmes, on se trompe. Il faut absolument que le ministère de la Ville soit le numéro 2 du gouvernement et qu'il devrait être... Vous dites il faut, donc c'est vraiment pas fait apparemment. Non mais pour l'instant, bien sûr, on a des secrétaires d'État, on a des ministres de la Ville. Quelle est la réalité, monsieur le maire, sur le terrain? La réalité, d'abord, c'est vrai qu'il y a de l'argent mis dans la politique de la ville et dans les quartiers populaires, et heureusement. D'abord, moi j'invite monsieur Ruffel à venir avec nous à Clichy-sous-Bois la semaine prochaine, s'il a le temps, pour voir l'effet de la politique de la ville. Le renouvellement urbain, c'est quelque chose qui marche. La difficulté, c'est que c'est des politiques qui prennent trop de temps. Mais le quartier de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, comme ça, je vais parler de la droite et de la gauche, qui a été profondément remanié en 10 ans. C'est un quartier dans lequel les gens ont retrouvé de l'estime de soi, du plaisir à y vivre. Alors après, il reste des choses à faire. C'est concret. Pardonnez-moi quand vous dites c'est concret. On a démoli une copropriété de 500 logements dans lequel il était insupportable de vivre, et on a reconstruit des logements. On n'a pas assez concerté, et probablement qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu mieux associer les gens à ces politiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant à travers les conseils citoyens, à travers les démarches que Mohamed, notamment avec François Lamy, ont mis en place et nous ont proposé de faire pour associer plus. Mais concrètement, dans ce quartier, on a construit 2 nouvelles écoles. À Clichy-sous-Bois, on vient d'inaugurer une piscine. Donc ces quartiers, ils changent, et les gens qui y habitent ne sont pas, comme ils sont décrits de manière caricaturale, non intégrés. Les habitants de nos quartiers, ils ne cherchent qu'une chose, c'est à s'intégrer, la réussite de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils sont très attentifs. Le lien avec la République, tous les matins, c'est les écoles. Tous les matins, les mamans et les papas, ils déposent leurs enfants dans les écoles qui sont les mêmes écoles que partout, avec des enseignants encore plus dévoués que partout. Donc il faut mettre plus d'argent dans les quartiers populaires, pas moins. Aujourd'hui, si on regarde le nombre d'habitants de nos quartiers et le pourcentage de la politique de la ville qui est adressé, au rapport du nombre d'habitants, c'est encore notoirement insuffisant. Il faudra continuer, mais cet argent-là, il est surtout pas gâché. Il y a encore un mot qu'on n'a pas employé, Ross, c'est peut-être la priorité des priorités. On a dit construction, on a dit bien-être, on a dit estime de soi, on n'a pas encore dit emploi. Mais non, mais déjà, il faut faire attention quand on dit qu'on met des milliards, on déverse des milliards et des milliards dans les quartiers, parce que ça crée des réactions injustifiées chez beaucoup de gens qui pensent que malgré ça, il y a quand même des gens qui ne veulent pas s'en sortir, et c'est parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir que malgré les milliards qu'on déverse, il y a toujours des soucis. Et ça, vous l'excluez? Non, mais c'est une connerie. Parce que déjà d'une, où on met l'argent? Le bâti, c'est bien. C'est bien de rénover les murs, de construire des immeubles, c'est bien. Mais tant qu'on ne s'occupera pas des gens qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments, eh ben on peut mettre autant de peinture qu'on veut, on peut reconstruire autant qu'on veut, ça ne changera pas. Et d'ailleurs, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps de ça qui parlait justement de l'argent qui était mis, par exemple, dans les quartiers, entre guillemets, dits sensibles, au niveau de l'éducation, par exemple. Et on a comparé avec ce qui était mis sur Paris intramuros, par exemple. Eh ben, je vais vous dire que, contrairement aux idées reçues, il y avait beaucoup plus d'argent qui était mis sur Paris intramuros que sur ces zones soi-disant d'éducation prioritaire. Donc, faisons attention quand même à ce qu'on avance pour pas que les Français, une partie de la France qui pense qu'on met tous les efforts sur les gens des quartiers, se fassent malheureusement berner par des fausses propagandes. Yvan Riofal, est-ce que vous pouvez partager ce constat, cette analyse de dire que c'est vrai qu'il y a de l'argent quand même qui est mis, on peut mettre on va voir les chiffres s'afficher avec notre tableau, mais parfois il est mis dans des choses qui sont importantes pour le quotidien, mais pas tout de suite palpables pour les gens qui y vivent. Encore une fois, je suis assez peu réceptif à ce genre de discours, et en tout cas, je le récuse en disant qu'il y aurait une sorte d'égalité dans les versements de subventions à des politiques de la ville. La politique de la ville est très généreuse pour les cités, elle l'est beaucoup moins pour le monde rural et encore moins pour le monde paysan. Donc rétablissez les équilibres, ne faites pas croire, ne laissez pas croire à ceux qui vous écoutent que la politique de la ville ne serait qu'une égalité parmi d'autres. Ce n'est pas vrai. Les financements européens. Non, mais ne dites pas ça. Et ensuite, arrêtons également les dénis des réalités, de dire qu'il n'y a pas de problème d'intégration dans les cités. J'ai entendu le président de la République dire également
qu'il n'y avait pas de quartier perdu. Il faisait référence à ce livre des territoires perdus de la République. Il a dit qu'il n'y a pas de quartier perdu de la République. Il a dit également qu'il n'y avait pas de France périphérique. Il faisait également allusion à un ouvrage du géographe. Donc il faisait allusion à deux ouvrages très importants qui ont été écrits par des gens de terrain. Et le président de la République arrive en disant que ceci n'existe pas, comme il nous dit également qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, qu'il n'y a pas de problème avec l'intégration, qu'il n'y a pas de problème avec l'islam radical. Eh bien si, tout ceci, ce sont des problèmes qui se posent et vous ne pouvez pas comprendre le malaise qui se passe, qui existe aujourd'hui en banlieue si vous faites litière de tout ceci. Je vous rappelle tout de même, pour essayer d'illustrer ce que je dis, que vous avez eu un rapport des renseignements généraux sur le sport local, sur les clubs locaux de football, mais aussi de judo, infiltrés par le salafisme. Mais oui, mais non, mais oui, mais peut-être pas les téléspectateurs. Et donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un désintérêt de ce qui se passe dans les cités par rapport à ce Oui, ça me fait sourire parce que c'est toujours ceux qui ne vivent pas ces situations qui viennent en parler comme s'ils les vivaient. Alors qu'on les vit au quotidien, on les partage dans la peine et dans la joie avec ses habitants. Et donc, à un moment ou à un autre, moi, ça me fait un peu sourire. Voilà, donc je suis très content que vous puissiez nous laisser effectivement pouvoir un peu parler un petit peu de ce qu'on vit et de l'expertise qu'on peut avoir aussi dans ces quartiers. Et encore une fois, on est et on porte haut et fort la question des quartiers ruraux. Pour bien vous dire que c'est aussi une préoccupation pour nous. Parce que ce qui se passe dans ces quartiers, à force de ne pas les avoir réglés, elles se sont automatiquement délocalisées, y compris dans ces quartiers ruraux. Donc à partir de là, les problèmes qu'on voit dans les quartiers ruraux, on les a et on les vit de la même manière. Les choix politiques ont été faits. Encore une fois, on n'a pas choisi. Souvent, on choisit pour nous et puis nous, on subit. Et quand ça ne marche pas, c'est nous les coupables. Donc, on n'est pas d'accord dans ce sens-là. On dit tout simplement, clairement, que la question de ces quartiers se réglera que lorsqu'on mettra de l'humain dans ces politiques publiques. Absolument. Lorsque ces habitants seront acteurs. Je ne dis pas autre chose que ça. Je vous dis que c'est pas une question d'argent. Lorsque ces habitants auront le même droit à la culture, le même droit à pouvoir se soigner comme il faut, le même droit à être éduqué comme les autres, le même droit à ce que aujourd'hui notre police elle puisse effectivement être là pour les protéger et non pas qu'ils ont le sentiment clairement de pouvoir en avoir peur. Donc il faut absolument clairement qu'on ait juste un regard différent. On n'en demande pas plus, mais pas moins. C'est très important, juste ça. Olivier, pas une question d'argent. On veut juste un traitement, le même traitement commun comme les autres, le même droit commun comme les autres. Est-ce que ça, c'est demandé? Est-ce que c'est demandé par la population? Est-ce que c'est demandé sur le terrain? Est-ce que ça vous paraît évident, ce constat, cette analyse de Mohamed Mechmach? La volonté d'égalité et de se sentir, et d'appartenir, même pas se sentir, mais d'appartenir réellement à tous les attributs de la République, bien évidemment. Mais ce que je dis, M. Ruffol, et c'est pour ça que c'est choquant, parce qu'il renvoie en permanence à une non-volonté d'intégration, voire à des problématiques religieuses, etc. C'est le contraire. Enfin, dans nos quartiers, les gens ne demandent qu'une chose, c'est de participer, de faire pleinement partie de la République. C'est pour ça que je parlais de l'école tout à l'heure. Les mamans ou les papas, quand ils viennent chercher les bulletins scolaires de leurs enfants dans nos collèges, ils attendent qu'une chose, comme tout parent, c'est que les résultats soient les meilleurs possibles et qu'ils soient fiers de leurs enfants. Il y a aussi des difficultés qu'on ne va pas occulter. Je suis pas angélique. Évidemment qu'il y a des difficultés dans nos quartiers, que le prosélytisme religieux peut exister, etc. Mais il ne faut pas en faire des généralités. Et surtout, il ne faut pas le constater et ne rien faire. Mais politique aussi. Non, mais bien sûr. Politique aussi, parce qu'il ne faut pas parler que du religieux. Si on en fait une généralité, alors que la réalité, d'abord, le culte dans nos quartiers, il doit être respecté, il doit être présent, il doit se donner les moyens et on doit lui donner le moyen d'exister. Moi, pour ma part, j'y suis très attentif et la laïcité comprise, c'est aussi celle qui permet à chacun d'exercer son culte dans de bonnes conditions et peut-être que ça permettra aussi de lutter contre certains salafismes, mais c'est pas le lieu commun de nos quartiers. La réalité de nos quartiers, elle est tout autre. C'est des gens qui veulent vivre normalement, tranquillement, dans des quartiers apaisés, beaux, avec des moyens de transport et ça, il faut de l'argent. Je suis désolé, mais pour faire venir un tramway à Clichy-sous-Bois, il faut de l'argent, il en faut plus qu'ailleurs, parce que sinon ça prend trop de temps. Et alors aujourd'hui, comment on y arrive? On a écouté le discours de François Hollande. On voit bien ici, il y a un artiste très engagé, il y a le milieu associatif, il y a vous, monsieur le maire, il y a aussi les commentateurs et éditorialistes, ça c'est autre chose. Mais comment on peut avoir ce partenariat intelligent pour qu'il y ait, pour que les gens perçoivent sur le terrain ce qui est mis en place? C'était choquant ce qu'a dit François Hollande, c'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance, Mohamed Mechmach, des outils qui sont disponibles aujourd'hui. C'est juste ce que je dis. Je l'ai souvent dit, la banlieue n'est pas un problème et une partie de la solution. C'est-à-dire que clairement, on a tout simplement la possibilité, parce que on a aujourd'hui des experts avec une expertise d'usage qui n'est pas négligeable. Et c'est ce que je disais. Les parcours croisés, les regards croisés permettront de créer des passerelles et permettront d'avancer. Lorsqu'on associera
constamment. Je ne suis plus dans de la participation, je suis dans de la co-construction. Dès qu'on va co-construire des choses avec les personnes concernées, vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de la santé, on va ne serait-ce que pas disqualifier des personnes et les exclure, mais plutôt leur donner envie de s'intéresser. Et notre démocratie regagnera sa place. Moi, je voudrais vous poser une question à vous tous. Et en guise de conclusion, on va faire un tour de table. Il y a toujours une forte attention médiatique, très forte. Les caméras, les micros sont là quand le président, un président quel qu'il soit, se déplace dans les quartiers défavorisés, Rost. Et est-ce que vous regrettez cet effet de loupe? Et demain, on ne va plus en parler, des banlieues, des quartiers défavorisés. Vous savez, moi, j'ai bossé sur la campagne de François Hollande. Mais ça paraît loin quand on vous entend, parce qu'il y a quand même un goût amer. Non, mais oui, parce que quelle que soit l'affection que je peux porter pour l'homme en tant que tel, sur le plan politique, c'est encore autre chose. Nous, on est là pour des combats, hein, on n'est pas là pour... moi, je cherche aucune place, donc j'ai pas de souci à dire les choses telles qu'elles sont. Donc, j'avais déjà poussé un coup de gueule sur la question des quartiers populaires pendant la campagne, déjà. Ça m'avait été reproché par certains. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de se rendre compte que j'avais eu raison à l'époque de pousser ce coup de gueule. Parce que vous avez, entre la volonté du président de la République en lui-même, de faire confiance aux gens de terrain dont c'est la propre vie pour essayer d'apporter des solutions, et les gens qui l'entourent, qui eux sont complètement déconnectés de la réalité, et qui pensent que nous, on doit être la seconde roue du carrosse, alors que, justement, Mohamed parlait de la co-construction. Il n'y a qu'à travers la co-construction, de toute façon, qu'on arrivera à trouver des solutions avec de la pérennité. Pour conclure, Yvan Rieufol, c'est aussi un déplacement très politique, évidemment, et on voit tous les petits cailloux blancs qui sont semés, même les gros cailloux blancs semés dans cette opération de reconquête. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est naturellement ce qu'on pourrait appeler du bougisme, c'est de la communication, mais c'est une communication qui ne dit rien. Encore une fois, les mots employés par le président sont des mots qui ne résonnent pas, ou du moins qui résonnent creux, et ça n'aborde, de mon point de vue, cela n'aborde pas le fond du problème. J'ai bien entendu, je suis d'accord avec vous pour dire que les familles des cités n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme tout le monde, bien entendu. Mais, pardon ? Dignement. Dignement, mais je m'en doute bien. Mais simplement, vous devriez vous rendre compte également que la somme de promesses qui ont été faites pour essayer d'acheter ces voix, parce que ce sont des voix qui ont élu, en fait, François Hollande, sont des voix qui au bout du compte, sont oubliées dès le lendemain. Conclure, et donc, Olivier Klein, oui. C'est l'aspect politique, il est très important, Yvan Rieufol. Par rapport au déplacement et à la médiatisation, moi je crois que ce qui est le plus important, c'est effectivement la capacité qu'on a à agir et à continuer à changer la vie dans nos quartiers en accompagnant les familles. La question du logement, juste là-dessus, je veux terminer là-dessus. La loi Solidarité Renouvellement Urbain, l'absence de construction de logements. Aujourd'hui, enfin, vous parliez d'argent, mais si les maires de droite, un peu partout, acceptaient de construire enfin du logement social dans ce pays, on ne serait pas dans les ghettos que monsieur décrit et caricature. Merci beaucoup pour ce débat, messieurs. Merci à vous. Je vais rappeler également qu'il va y avoir une grande cérémonie ici au Sénat, diffusée bien sûr comme chaque année par Public Sénat. C'est une autre manière de parler de ces quartiers. Ces talents des cités, ça sera en direct ce samedi à partir de 11h sur notre antenne. Restez avec nous, on va plus loin. La suite, on va évoquer à présent ces violents incidents qui ont eu lieu à Moirans. Manuel Valls a réagi ce soir, appelant à la fermeté, et c'est l'édito politique ce soir. Voies SNCF coupées, voitures en feu, saccages. Des dizaines de gens du voyage se sont soulevés en début de soirée à Moirans, dans l'Isère, pour réclamer la sortie de prison de l'un d'entre eux pour assister à des obsèques. On en parle avec notre chroniqueur, Mickaël Samès. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Alors, Mickaël, le sujet est très sensible et très politique. Oui, alors, il y a une forme de retour au calme ce soir, mais ce qui est vraiment à souligner ce soir, c'est la rapidité avec laquelle les hommes politiques se sont engagés ce soir et ont commenté tout de suite, et c'est venu tout de suite sur Twitter. Et le premier qui a commenté, on va le voir, c'est Manuel Valls, le Premier ministre, l'un des premiers à avoir réagi. Violence inadmissible commise par des gens du voyage. Une seule réponse, la fermeté et le rétablissement de l'ordre républicain. Ordre, fermeté, République, les deux mamelles qui ont fait le succès de Manuel Valls, l'ancien Premier flic de France, il faut le rappeler. Il vous rappelle peut-être certains mots qui ont été employés il y a quelques temps seulement, c'était sur le dossier Air France, et ce mot qui a été employé par Manuel Valls, c'est le mot voyou, un mot qui a été choisi, un mot qui résonne, un mot qui claque aux oreilles des Français, bien évidemment.
Ce qui lui permet aussi, d'une certaine façon, lui connaît une certaine baisse aussi dans l'opinion politique, de rester un pied dans le débat, face aux Républicains. Et cette droite, justement, eh bien, elle aussi, elle s'est engouffrée dans la brèche ce soir. Et, oui. Évidemment, vous avez bien évidemment compris qu'on était en pleine campagne des élections régionales. Et le premier à avoir réagi ce soir, c'est l'un de ces candidats aux élections régionales, c'est Laurent Wauquiez. Scène scandaleuse à Moirans, l'autorité est bafouée, il est nécessaire de faire preuve de la plus grande fermeté face à de tels actes. Un autre député des Républicains, Éric Ciotti, quand l'État se couche, la loi du plus fort s'installe. Tout cela a aussi une référence. Encore ce dossier Air France, c'est le mot qui a été choisi par Nicolas Sarkozy, c'est le mot chanlis. Ça veut dire délitement de l'État, ça veut dire que l'État ne maîtrise plus rien. C'est l'idée qu'on veut essayer d'instiller par la droite, cet État qui aujourd'hui se procède en laxisme, ce manque d'autorité, cette guerre des mots, cette guerre des images, Air France, Calais, les migrants et maintenant Moirans, cette forme d'instrumentalisation, de récupération politique. Bref, le débat va reprendre dès demain. Il sera très politique, voire très politicien. Merci beaucoup, Mickaël Zamès, pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Public Sénat, c'est votre émission. On va plus loin, en direct bien sûr. Et tout de suite, le rappel des titres avec Paul Bouffard. L'avenir de la Turquie s'invite au Parlement. Le souhait d'Angela Merkel, la chancelière allemande, de faire avancer le dossier d'adhésion turque à l'Union européenne a provoqué des passes d'armes tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg, c'est Bruno Retailleau qui s'adressait à Manuel Valls. Écoutez. Ma question, elle est simple. Elle demande, et j'espère que vous y ferez une réponse très claire, le droit de la France est là. Est-ce que, oui ou non, la France acceptera de dire oui à ces nouvelles exigences en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? En tant que pays candidat, la Turquie est engagée dans une négociation selon des règles qu'elle a elle-même acceptées et qui ne peuvent pas être modifiées. Nous souhaitons, c'est la position de la France, que ces négociations avancent dans les domaines sur lesquels la Turquie est prête. La question de l'adhésion turque reste une perspective de très long terme qui, le moment venu, vous le savez, sera tranchée par le peuple français. Faisons donc attention, Monsieur le Président, si vous me permettez cette phrase en conclusion, à deux choses. C'est le respect de ce grand pays qu'est la Turquie. Attention aussi à notre lien et notre solidarité avec l'Allemagne. Dans ces moments-là, la solidarité entre la France et l'Allemagne doit jouer à plein et nous devons ensemble avancer pour l'Union européenne, mais aussi face aux défis considérables qui se posent à l'Union européenne. Et sans la solidarité entre la France et l'Allemagne, il ne peut pas y avoir de solution. Je crois que nous commettons une double faute. Une faute vis-à-vis de nos partenaires turcs en leur laissant miroiter un jour une adhésion. Une faute vis-à-vis du projet européen, tout simplement parce que la Turquie n'est européenne ni dans sa géographie, ni dans son histoire, ni dans sa civilisation. Oui à une coopération renforcée, non à une adhésion future. Et puis la baisse du chômage, c'est peut-être pour bientôt, pour 2016, selon l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage et qui prévoit 51 000 demandeurs d'emploi en moins l'an prochain. Le chômage qui devrait se stabiliser d'ici à la fin de l'année 2015. Autre information, EDF demande du temps au gouvernement. L'électricien souhaite officiellement 36 mois de plus pour mettre en service l'EPR de Flamanville. La centrale nucléaire devait être livrée fin 2018. Il faudra attendre jusqu'au 11 avril 2020. Les suites de l'affaire Platini, sa candidature est tout simplement mise de côté. La FIFA n'examinera pas le dossier de Michel Platini à la présidence du football mondial et ce, durant le temps de sa suspension. Le Français devra donc patienter jusqu'au 5 janvier pour être fixé. Une décision qui n'entame pas le soutien du gouvernement à l'ancien meneur de l'équipe de France. Écoutez Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. À ce jour, aucune enquête pénale est ouverte contre Michel Platini et je crois qu'il y a un principe comme la présomption d'innocence qui s'applique en l'espèce et puis il a tellement donné et fait pour l'UEFA qu'il pourrait très bien faire pour la FIFA. Il est 22h34, l'heure du second débat consacré ce soir à la grogne des avocats partout en France.
Les robes noires protestent. La quasi-totalité des barreaux de France sont en grève pour dénoncer la réforme de l'aide juridictionnelle mise en place par Christiane Taubira. Cette réforme qu'on va expliquer ce soir risque de modifier les conditions d'exercice des avocats, d'où leur colère. On va aussi insister sur cette profession d'avocat, aujourd'hui loin des ténors du barreau et des stars du prétoire. Comment se porte cette profession que nous rencontrons dans notre quotidien? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir, le bâtonnier de Paris, maître Pierre-Olivier Sur, bonsoir. Et bienvenue. Avec nous également Nawel Oumer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, secrétaire nationale à la justice, aux libertés publiques et à la sécurité au Parti socialiste. Merci d'être avec nous. Yves Détraigne nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UDI de la Marne, vice-président de la commission des lois et rapporteur du projet de loi Justice du XXIe siècle. Avec nous également ce soir, Françoise Martre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, Pierre-Olivier Sur, je voudrais vous faire réagir aux images, on va les voir, qu'on a vues à Lille aujourd'hui, d'avocats délogés par les CRS parce qu'ils bloquaient l'accès au palais de justice. On les voit, images assez inhabituelles. Quelle est votre réaction? Ce sont des images qui sont extrêmement frappantes. On voit un avocat qui est traîné par la robe dans la poussière. On en voit un autre dont la robe est déchirée. Et on en voit un troisième qui se fait plaquer la tête sur un toit de voiture. On sait aussi, parce qu'évidemment nous avons appelé nos confrères de Lille, qu'un certain nombre de nos consoeurs ont eu des traces de violence. Et franchement, moi je veux savoir ce qui s'est passé, qui a donné l'ordre aux CRS, ce sont les CRS, d'évacuer les avocats. Est-ce que c'est le président du tribunal? Est-ce que c'est le parquet? Est-ce que c'est le préfet? Et au-dessus, qui est-ce? Je veux savoir ce qui s'est passé. On ne traite pas comme ça des avocats dans notre pays. Ce sont des images qui viennent d'un autre temps et d'autres pays que notre démocratie. Nawel Oumer, il est vrai que ces images, alors on va préciser qu'ils bloquaient le palais de justice, c'était pour les déloger parce que l'accès était fermé, mais ce sont des images quelque part qui sont assez choquantes. Oui, et que fort heureusement, nous n'avons pas l'habitude de voir et que c'est vrai que c'est dommage d'en arriver à ce point-là. J'espère que les avocats et la chancellerie trouveront le chemin de la discussion. Je pense que ça a été annoncé aujourd'hui par la garde des Sceaux qui doit les recevoir demain. Donc j'espère que voilà, après cet épisode qui effectivement est regrettable, ils trouveront la voie de la conciliation, qui est un des sujets aussi qui est au cœur des réformes. Oui. Qui est au cœur des réformes, mais qui n'est pas, semble-t-il, à l'ordre du jour. Yves Détraigne, est-ce que vous craignez, et Pierre-Olivier Sur va nous le confirmer, qu'il y ait un risque de durcissement, de généralisation de ce mouvement? Parce que rappelons quand même qu'il y a une justice qui est au ralenti en ce moment. On va rentrer dans les détails et voir que beaucoup de choses ne fonctionnent pas, qu'il y a donc des répercussions pour le citoyen. Il y a une crainte que ce mouvement prenne beaucoup plus d'ampleur? Évidemment, il y a une crainte que ce mouvement prenne de l'ampleur, pas seulement parce qu'il s'est passé cet après-midi, mais parce que le budget qui est en examen à l'Assemblée nationale, qui sera dans quelques semaines en examen au Sénat, ne prévoit que des pansements sur une jambe de bois, mais ne règle pas le problème de fond de l'aide juridictionnelle. Françoise Marthe, vous comprenez la colère? C'est bien ce mot-là, c'est la colère, même l'exaspération des avocats? Oui, tout à fait. Et on sent bien que la tension monte. Les avocats discutent avec la chancellerie depuis des mois. Nous-mêmes, syndicats de la magistrature, cela fait des années que nous réclamons une hausse du budget de l'aide juridictionnelle et une rémunération décente des avocats, parce que derrière les avocats à l'aide juridictionnelle, il y a les justiciables et les justiciables les plus démunis qui ont absolument besoin d'avoir un accès à la justice. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une situation de blocage. Alors, nous, on nous a dit... Nawel Oumer vient de préciser que les discussions se prolongent. C'est ce qu'a dit Christiane Taubira. Alors, les discussions se prolongent. Nous, ce matin, nous étions au cabinet de la ministre qui nous dit qu'effectivement, ils sont prêts à les reprendre, mais que nous sommes dans un budget contraint et qu'avec ce budget contraint, on ne peut pas faire des folies et que, manifestement, les propositions d'aménagement de la réforme ne peuvent être qu'à la marge. Donc ça, cela n'est pas acceptable et il faut reprendre à la base les discussions sur l'aide juridictionnelle. Alors moi je voudrais qu'on explique d'abord ce que c'est l'aide juridictionnelle. Pierre-Olivier Sur, on va expliquer que c'est en fait pour les citoyens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois, etc. C'est un avocat qui vient les défendre gratuitement, c'est bien cela? Voilà, l'avocat les défend gratuitement, mais l'avocat est rémunéré. C'est, disons, pas une rémunération, mais une indemnisation qui aujourd'hui est à hauteur
grosso modo, de 10 € de l'heure. Et dans le plan de Christiane Taubira, on arriverait vers 7,5 € de l'heure demain. Et ce qui nous choque encore plus, si je puis dire, c'est que pour payer cette rémunération misérable, on demande à la profession d'avocat... Si elle est si misérable, pourquoi vous ne la prenez pas en charge? On demande à la profession d'avocat de financer. On demande à la profession d'avocat de financer, d'autofinancer ou de participer au financement de cette rémunération misérable. Un peu comme si on demandait aux instituteurs de financer le budget de l'éducation nationale. Dawel Oumer, il faut faire attention. Est-ce que c'est les citoyens les plus démunis, les plus pauvres qui vont trinquer? Parce qu'aujourd'hui, ni la chancellerie, ni les avocats n'arrivent à se mettre d'accord sur ce point? En tout cas, je ne le souhaite pas. Il faudrait quand même rappeler les avancées, ce sur quoi je pense que tout le monde converge, c'est qu'il faut réformer le système. Tout le monde est d'accord. Il y a eu multiples rapports au Sénat, à l'Assemblée, dans le cadre des professions qui font ce constat. Il faut quand même rappeler quel est le cœur de ce projet. Il n'y a pas que le problème du financement et du prélèvement sur la profession des avocats. La première chose qui est proposée, c'est de relever le plafond à 1 000 € pour l'AJ Total, ce qui permet d'ouvrir et de faire bénéficier à 100 000 personnes supplémentaires de l'aide juridictionnelle. C'est quand même une première étape. Il y a un relèvement. Il y a plus de citoyens qui pourront accéder à l'aide juridictionnelle. Il y a un élargissement des missions ou des contentieux qui pourront être couverts. Je pense que tout le monde converge vers cet objectif. Et il y a également sur l'UV, donc le critère d'indemnisation des avocats, une revalorisation sur l'UV de base. Je voudrais en outre préciser que, puisqu'on passe de 22 € dans ce qui est proposé à 24, et juste rappeler qu'il n'y a pas que les avocats qui sont concernés, puisqu'il y a les huissiers, les experts, enfin tous les professionnels qui concourent. Pour vous, c'est une réforme globale. Je voudrais qu'on ne rentre pas dans trop de détails, mais c'est important de rappeler quand même l'esprit de cette réforme. Il y a beaucoup de réactions à l'instant, Pierre-Olivier Sûr, qui vous disent est-ce que ce n'est pas tout simplement du corporatisme? Franchement, est-ce que vous n'avez pas la possibilité, on vous le demande, parce que je crois que c'est de l'ordre de 15 millions sur 2 ans, de les prendre en charge? Ce n'est pas du corporatisme. Vous l'avez extrêmement bien dit tout à l'heure. Il s'agit aujourd'hui d'une dévalorisation de la justice. Et ce que nous voulons pour nos concitoyens qui sont dans le besoin, c'est de bénéficier d'une justice revalorisée. Vous savez, le budget de l'aide juridictionnelle en Angleterre, il est 2 fois plus important qu'en France. Vous savez, le budget de l'aide juridictionnelle dans les pays d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, il est 4 fois plus important qu'en France. C'est vous dire que nous sommes aujourd'hui les derniers de la classe. Et tandis que nous sommes les derniers de la classe, on nous propose de dévaloriser encore notre aide juridictionnelle. Quand vous disiez que les UV sont en voie d'augmentation, c'est les unités de valeur. Voilà. En réalité, quand on fait le total des calculs, on s'aperçoit par exemple qu'une garde à vue, une permanence d'avocat en garde à vue pendant 24 heures qui était payée 300 € de l'heure serait payée demain 181,50 centimes d'euros pour 24 heures de travail. Vos arguments, mais Yves Détraigne, pour ceux qui nous regardent, les responsables sont ceux qui sont en train de bloquer malgré tout aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, le fonctionnement de la justice, assez contre-productif. On va rappeler qu'il n'y a plus de prud'hommes, il n'y a plus de divorce, il n'y a plus d'action en responsabilité en ce moment alors qu'il n'y a plus d'avocats. Oui, la justice, effectivement, a quelques difficultés du fait de ces manifestations. Mais je voudrais dire qu'au-delà de ça, on comprend que les avocats, après ce que vient de dire Maître Sûr, on comprend que les avocats réagissent par rapport au régime qui leur est proposé. Parce vous comprenez. Oui, moi je le comprends. Mais je voudrais donner un élément qui est assez frappant. Bon, heureusement pour la profession d'avocat, tous les avocats ne sont pas principalement à l'aide juridictionnelle. Heureusement. Mais ce qui est vrai, et je me souviens en avoir parlé il y a peut-être une dizaine d'années à propos en tant que rapporteur du budget des services judiciaires à la commission des lois, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de gestion de la démographie dans la profession d'avocat. J'ai ressorti 2 chiffres. En 2005, il y avait 48 000 avocats. Aujourd'hui, il y en a en gros 63 000. Alors forcément, il y a de plus en plus
de jeunes avocats, c'est surtout des jeunes. Heureusement que les avocats établis ne dépendent pas. Qui ont du mal dans la profession, mais qui ont du mal, qui tirent le diable par la queue. Qui tirent le diable par la queue, effectivement. Et donc il y a de plus en plus d'une certaine manière d'avocats qui sont dépendants de l'aide juridictionnelle. Et dans la situation budgétaire d'aujourd'hui, évidemment, l'équation n'est pas facile à résoudre. Mais je vous pose une question qui paraît évidente, Françoise Marc. Dans ce cas-là, puisqu'on voit bien que dans cette profession, je sais bien qu'il n'y a pas que des ténors du barreau, mais il y a quand même des privilégiés et il y a des avocats qui ont beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un principe de solidarité et que certains soutiennent pour les autres cette aide juridictionnelle? On peut envisager un dispositif de solidarité, mais là où je ne vous suis pas, c'est que c'est à l'État d'assurer la défense des plus démunis. C'est le principe. Or, l'État, en ce moment, est en train de se désengager. C'est-à-dire que il y a effectivement une hausse du budget de l'aide juridictionnelle. Comme vous l'avez indiqué, on va permettre à plus de personnes d'en bénéficier. Mais pour financer cette hausse et les missions nouvelles de l'aide juridictionnelle, qui sont énormes parce que vous avez eu une réforme de la garde à vue. Aujourd'hui, les gens qui sont en garde à vue ou qui sont entendus par la police ont la possibilité d'être assistés par un avocat. Tout cela, ça coûte de l'argent. Et on sous-entend quelque part que les avocats, finalement, vivent grassement sur l'aide juridictionnelle. Et le problème de cette réforme, c'est qu'on a dit aux avocats, vous contribuez d'abord, et ensuite on discutera de votre rémunération. Alors que cette rémunération, alors moi je n'ai pas les chiffres de 10 €, je pense que l'heure de l'aide juridictionnelle est aux alentours de 50 €, ce qui est en dessous du coût de la prestation d'un avocat. Tant qu'on en reste là, il n'est pas possible de discuter. Non mais si on vous entend tous, et je vais faire réagir Nawal Omer, c'est que c'est un problème de société. L'État ne peut plus financer son service public, c'est bien cela? Je n'irai pas jusque-là, mais je trouve que ce que faisait remarquer le sénateur par rapport à la démographie est assez juste. Parce que ce qu'il y a derrière aussi cette réforme, c'est l'idée de la péréquation et d'une solidarité aussi au sein de la profession. La garde des Sceaux l'a rappelé, donc je prends juste les chiffres qu'elle a livrés à l'Assemblée. On a 17% de la profession qui assure 85% des missions d'aide juridictionnelle, ce qui est considérable et ce qui représente un poids considérable, et on peut tout à fait, je pense que la profession peut converger vers cet objectif et être à la recherche d'une meilleure répartition pour justement tenir compte de l'augmentation de la démocratie du nombre d'avocats. Ah bah ça c'est très intéressant. On va faire réagir le bâtonnier de Paris à ce principe de solidarité, si vous l'acceptez, mais d'abord je voudrais que vous écoutiez le garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui parle en réalité bien d'un continuum de rencontres, pas peut-être avec vous personnellement, mais avec les avocats. On l'écoute. Ça fait 3 ans que leurs représentants nationaux sont entendus et reçus. Donc c'est avec les représentants nationaux que nous travaillons depuis 3 ans. Moi-même, je me déplace, donc j'apporte des explications. Je constate simplement que chaque fois que j'apporte des explications, les avocats qui sont sur le terrain comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Je rappelle que l'aide juridictionnelle, le budget de l'État, c'est 405 millions d'euros. L'année dernière, c'était 375 millions d'euros. L'année d'avant, c'était 345 millions d'euros. Nous n'avons pas cessé d'augmenter l'aide juridictionnelle. Simplement, le système est à bout de souffle, c'est écrit dans des rapports depuis une dizaine d'années. Donc nous avons le courage politique de vouloir le réformer de façon à lui permettre de durer. Mais alors, Pierre-Olivier Sûr, elle vous reçoit, elle vous rencontre, elle vous parle. D'abord, elle ne nous rencontre pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vue sur le sujet de l'aide juridictionnelle. Ce sont ses services, et ce sont des services désorganisés et parfois un peu hystériques qui nous reçoivent, et je tiens à le dire. La deuxième chose, c'est que Madame le garde des Sceaux, tout à l'heure au Sénat, a indiqué que nous étions d'accord sur le projet de loi de finances tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture il y a une huitaine de jours. C'est complètement faux. Jamais aucun représentant de la profession d'avocat n'a accepté le principe d'un prélèvement sur la profession de 5 plus 10 millions. Mensonge. Jamais. Je n'emploie pas ce terme-là, mais je vous dis simplement que jamais, ni moi-même, ni les autres représentants de la profession d'avocat n'ont accepté ce principe qui désorganise complètement, comme vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, les fondements même de nos services publics. Le service public, ce n'est pas à ceux qui travaillent dans le cadre du service public de le financer. Le service public doit être financé par l'État d'une façon générale. C'est une des missions, des prérogatives
prétorienne de l'État, vous avez la justice, vous avez l'éducation nationale, vous avez l'armée. Eh bien, personne ne demande aux militaires de financer l'armée, personne ne demande aux instituteurs de financer l'éducation nationale et personne ne demande aux avocats de financer l'aide juridictionnelle et pourquoi pas non plus demander aussi aux magistrats de la cofinancer. Nawel Oumer, c'est un nom définitif, semble-t-il. Il semble que ce soit un nom définitif. Alors, je pense que... Mais vous êtes avocate en plus de profession. Est-ce que vous entendez malgré tout, eh bien, cette déception, peut-être pas cette colère, ce ras-le-bol en tous les cas? Non, mais j'entends surtout qu'il faut trouver une solution. Je veux dire, tout le monde est d'accord sur les constats. Il y a une divergence sur les propositions qui sont faites. Lorsque l'on parle d'un fonds de péréquation, notamment pour dans un an et demi, enfin dans 2 ans, en 2018, c'est qu'il y a quand même des pistes de solidarité. Voilà, Oui. donc il y a des pistes de solutions, des débuts de solutions qui impliquent. C'est un fonds de péréquation interprofessionnel. Donc l'ensemble des professions du droit peuvent être concernées et peuvent agir ensemble justement et participer à cette solidarité. Donc j'entends tout à fait, néanmoins ça ne me paraît pas inextricable. Yves Détraigne, vous seriez favorable à ce principe de solidarité? On ne dit pas que tous les avocats sont des privilégiés, loin de là, mais on se dit que certains pourraient aider d'autres. Tous ces jeunes avocats que vous décrivez qui ont beaucoup de difficultés et qui se battent aujourd'hui, on pourrait les aider et faire supporter cela par les autres? Si on se pose ces questions, c'est tout simplement parce que le budget consacré à la justice dans notre pays est très loin des budgets des pays équivalents et donc par voie de conséquence le compartiment aide juridictionnelle, il est au même régime que le reste. La justice aujourd'hui dans notre pays n'a pas les moyens qu'elle mériterait d'avoir. Est-ce que c'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On pourrait se retrouver dans 10 ans et en parler alors. Solution, on va faire payer les avocats. Voilà, pour contribuer au budget de l'aide juridictionnelle. Eh bien, je dis non et je disais tout à l'heure, pourquoi pas faire payer les magistrats avec nous? Ce serait scandaleux. Et personne ne peut rentrer dans cette logique. Et donc, la logique qui consiste à faire payer les avocats pour financer le budget de l'aide juridictionnelle est purement et simplement, sans doute, inconstitutionnelle aussi. Ah, ça, c'est un autre point. Mais racontez-nous, pour qu'on comprenne bien, l'aide juridictionnelle. Un avocat qui s'occupe de ces citoyens qui gagnent moins de 1 000 euros, c'est quel cas, par exemple? Est-ce qu'il s'occuperait des migrants, par exemple? Est-ce que vous en avez de plus en plus? C'est la justice au quotidien. Ce sont les personnes qui sont expulsées de leur logement. Les personnes les plus démunies, ce sont celles que l'on retrouve tous les jours dans nos tribunaux. C'est celles qui sont suivies par le juge des enfants. Ce sont les étrangers. Ce sont pour lesquels, franchement, le système d'aide juridictionnelle est absolument inacceptable parce que la question, c'est que c'est la justice pénale du quotidien. C'est la poursuite, c'est les comparutions immédiates. Voilà. Et donc, je rejoins ce que disait Monsieur Détraigne. Le budget de la justice, il est tout à fait insuffisant. Vous avez aujourd'hui une justice qui est au bord de l'explosion ou de l'implosion, je ne sais pas comment il faut le dire, qui n'a plus les moyens de remplir ses missions qu'en en rendant une justice expéditive tant aussi. Est-ce que les gens ont bien conscience, par exemple, que s'ils veulent divorcer, ils vont tomber sur un juge qui probablement n'aura pas plus de 5 minutes pour les écouter. Et on demande donc à la justice de travailler dans ces conditions-là, au civil et au pénal, et on demande aux avocats de participer à la même justice et de travailler, et finalement, dans ces mêmes conditions déplorables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une justice de qualité? C'est quand même une justice qui a le temps de délibérer sur les décisions, d'expliquer les décisions aux justiciables. Aujourd'hui, ce que nous dit le ministère, c'est finalement, les avocats vont bien faire dans tous ces contentieux de masse, comme les magistrats, c'est-à-dire, excusez-moi, mais s'aborder leur travail. Donc, Nawel Oumer, mais on ne peut pas imaginer que la gauche, ce gouvernement, va s'asseoir sur la justice. Non. Et le principe de justice même. Non, mais en plus, encore une fois, quand vous regardez à la fois, mais peut-être qu'on en discutera après, la loi sur la justice du 21e siècle, et encore une fois, je le redis, la première mesure de cette réforme d'aide juridictionnelle, c'est de pouvoir élargir le nombre de bénéficiaires avec le relèvement du plafond
des bénéficiaires et de pouvoir élargir Ça, vous êtes aussi d'accord. Plus de personnes pourront c'est- bénéficier d'un avocat gratuitement. C'est quand même l'élément principal de cette réforme, c'est de pouvoir offrir cet accès au plus grand nombre de justiciables. Donc entre cette mesure-là, celles qui ont été prises dans la loi justice du XXIe siècle, qui permet justement d'ouvrir, il y a quand même un grand volet sur l'accès au droit, l'accès à la justice, les mesures qui vont être prises justement pour pouvoir accéder plus facilement et plus rapidement à un juge et pouvoir engager une procédure plus facilement. Je veux dire, toutes ces mesures-là, elles sont faites précisément pour soutenir. Vous voyez le verre à moitié plein, c'est normal d'ailleurs. C'est normal, c'est une réalité. On parle de moitié, mais il y en a quand même une. Il y en a quand même une, et vous la soulignez. Il y a beaucoup de réactions à l'instant, monsieur le bâtonnier Paris, qui vous demande, mais c'est toujours la même cible au fond. On a parlé il y a une semaine des policiers qui étaient en colère contre leurs conditions et contre Christiane Taubira. Là, on a l'impression que c'est une cible qui devient presque trop évidente, trop facile. Écoutez, non, c'est pas une histoire de cible. D'abord, je note que pour les policiers, ils sont descendus dans la rue une demi-journée et ils ont eu satisfaction. J'espérais que pour nous ce serait pareil, mais j'ai l'impression que nous sommes moins bien traités. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de cible, c'est des mots. Je disais tout à l'heure que Christiane Taubira n'a pas le droit de dire que nous sommes d'accord avec les dispositions votées par le PLF la semaine dernière. Je disais tout à l'heure qu'elle n'a pas le droit de dire que les rémunérations au titre de l'AJ ont augmenté pendant son ministère parce qu'elles ont diminué. Donc on est en ce moment dans une sorte de quiproquo absolu, de dialogue de sourds, et de dialogue de sourds qui entraîne une confrontation frontale. Et malheureusement, depuis 15 jours, cette confrontation est en train de, comment dirais-je, d'aller de palier en palier de gradation qui nous amène jusqu'à Lille ce matin, où on a traité des avocats de façon absolument indigne et personne ne peut accepter ça dans notre pays. Yves Détraigne, je voudrais vous faire réagir à l'aspect politique à Christiane Taubira. On va écouter, c'était cet après-midi au Sénat, un extrait d'un échange entre elle et le sénateur Front National David Racheline. Ma question, Madame la ministre, est simple. Quand votre politique pénale défendra-t-elle enfin les victimes et non les bourreaux? Quand mettrez-vous fin aux remises de peine pour tous? Quand les parquets se soucieront du bien commun plutôt que d'appliquer votre idéologie libertaire ou d'attaquer sur vos ordres vos adversaires politiques? Bref, quand serez-vous ministre de la Justice et non de l'injustice? Vous appartenez à une famille politique monomaniaque qui passe son temps à chercher des boucs émissaires et paranoïaque parce que vous voyez des envahisseurs partout. Je vois bien que j'ai un rôle privilégié dans votre entreprise de diffamation et lorsque votre parti est attaqué en délicatesse, en tout cas avec la justice, vous m'accusez de donner des consignes aux juges d'instruction. En fait, vous ignorez la loi du 25 juillet 2013, mais surtout manifestement, c'est sévérité pour tous et impunité pour vous. On prend note de vos réflexes, de votre culture et de vos pratiques et on imagine ce que ça donnerait si vous arriviez au pouvoir, mais nous allons nous battre pour que ce soit absolument impossible. Alors ne venez pas de parler ni de laxisme, ni de complaisance vis-à-vis des voyous. Le laxisme, monsieur le sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. Le laxisme, c'est de ne pas condamner la violence lorsque des personnes dans vos manifestations ou en marge molestent des journalistes ou attaquent des personnes et les jettent dans la Seine. Voilà, on va conclure sur l'aspect plus politique, oui, maître. Ça, c'est la Christiane Taubira qu'on aime. C'est du talent. Quelle belle déclaration d'amour. C'est du talent. Mais c'est pour ça qu'elle a énormément séduit la profession d'avocat au début. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes tellement déçus. Vous voulez la retrouver comme à ses débuts? J'espère qu'on la retrouvera. Peut-être qu'elle dit la même chose de vous. On conclut, Yves Détraigne. Christiane Taubira ciblée, attaquée, peut-être fragilisée, mais toujours battante. Toujours battante. Hein. Juste après la séance de questions d'actualité, nous l'avons reçue à la commission des lois pour parler, pour l'auditionner sur le projet de loi justice du XXIe siècle. Je peux vous assurer qu'elle n'était pas abattue, que c'était la Christiane Taubira que nous aimons, nous aussi, comme le dit le bâtonnier. Voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup, merci pour ce débat. Voilà, on va à présent passer à un autre rendez-vous dans cette émission. C'est la folle histoire des lois. Et bien justement, ça vous concerne. C'est un rendez-vous un petit peu décalé. On va insister sur la preuve. Comment constituer justement la preuve à travers l'histoire? Regardez.
Au Moyen-Âge, ce n'était pas le corps de la victime que l'on examinait, mais celui de l'accusé. Pour savoir s'il disait vrai, l'accusé était soumis à l'ordalie. On plongeait sa main dans l'eau bouillante, puis on la plaçait dans un étui de cuir. Si au bout de 3 jours, la brûlure avait mauvais aspect, cela signifiait que l'accusé, impur, avait menti. Ah! Il est coupable, c'est sûr! Regardez, il y a même du pu. Il doit nous cacher autre chose. À l'époque des rois francs, l'accusé devait prouver son innocence en jurant devant Dieu. Mais en cas d'accusation grave, il devait trouver d'autres personnes prêtes à jurer avec lui, des co-jureurs. Dame Frénégonde, soupçonnée d'adultère par son mari le roi Chilpéric, prêta serment accompagnée de 300 co-jureurs et de 3 évêques. Reine Frédégonde, jurez-vous devant Dieu ne point avoir commis d'adultère? Je jure! Alors, c'est qui avait raison? L'accusé pouvait également faire appel à un témoin, à la condition que ce témoin soit irréprochable. C'est-à-dire ni une femme de mauvaise vie, ni, évidemment, un étranger. Au XIIIe siècle, apparaît la question, moyen de preuve consistant à torturer l'accusé en pleine salle d'audience pour obtenir un aveu. On affectionnait particulièrement la question de l'eau, une ingestion forcée de grandes quantités d'eau qui ne laissait aucune mutilation sur l'accusé. Faites attention au parquet quand même, hein. En 1789, les révolutionnaires déclarent que tout homme est présumé innocent et qu'en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé. Mais demeure encore aujourd'hui la règle de l'intime conviction qui permet au juge de condamner non sur la base d'une preuve, mais d'un ressenti. Ce qui nous montre scientifiquement que l'accusé ne pouvait être sur les lieux au moment du crime. Oui, mais non. Moi, je pense quand même qu'il est coupable. Allez, 15 ans. 15 ans. On s'oppose vite. Et voilà pour la folle histoire des lois. C'est l'un des rendez-vous que vous retrouverez régulièrement dans votre émission. Et tout de suite, le rappel des titres, c'est avec Paul Bouffard. Ce soir, ces images de violence à Moirans, en Isère, des voies SNCF coupées, des véhicules en feu, des dizaines de gens du voyage ont provoqué des graves incidents. Ils demandent la sortie de prison de l'un des leurs afin d'assister à des funérailles. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Il sera maintenu toute la nuit. Annonce de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. La situation est désormais sous contrôle. Le Premier ministre Manuel Valls dénonce ce soir des violences inadmissibles et appelle à la fermeté. 2700 suppressions de postes chez Areva d'ici à 2017. Le géant du nucléaire français le confirme ce soir. Son objectif, un plan de compétitivité et des économies d'1 milliard d'euros d'ici 2 ans. Areva, qui s'est engagé à ne procéder à aucun départ contraint, emploie 44 000 personnes, dont les 2 tiers en France. Il y aura peut-être une baisse du chômage en France. L'Unédic l'annonce pour l'an prochain. 51 000 demandeurs d'emploi en moins en 2016. Le chômage qui devrait aussi se stabiliser d'ici à la fin de l'année 2015. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République, a dit François Hollande. Aujourd'hui, à la Courneuve, le chef de l'État était dans cette commune d'Île-de-France pour renouer avec les quartiers populaires. Une opération de charme sous les huées. Mounir Soussi revient sur ce nouveau déplacement du président de la République. Une arrivée sous les sifflets. À la Courneuve, le président est venu tenter de renouer avec les banlieues. Un déplacement pour inaugurer l'Agence de développement économique, une structure pour favoriser la création d'entreprises et d'emplois dans ces territoires fragiles. 10 ans presque jour pour jour après le début des émeutes urbaines. Depuis 2012, mon devoir en tant que président de la République, c'est d'assurer l'égalité de tous dans tous les territoires. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Il n'y a pas une France périphérique à côté d'une France des villes, une France tranquille. Dans les 10 prochaines années, l'État va consacrer 20 milliards d'euros à 200 quartiers. Une manne pour miser sur leur potentiel économique et d'innovation. L'objectif est de multiplier les créations d'entreprises par 4. La journée avait commencé dans une usine de recyclage basée à La Courneuve. Le groupe Paprec, coté au CAC 40, qui emploie plus de 300 personnes sur place et 4000 dans le monde, a installé son siège social en Seine-Saint-Denis. Une démarche forte dans la droite ligne des annonces du jour. Au Sénat, l'ultimatum est posé chez les Verts. Certains sénateurs écologistes somment Jean-Vincent Placé d'abandonner le poste de président du groupe. Dans le cas contraire, c'est l'existence même de ce groupe parlementaire qui serait menacée. Nathalie Guilloire.
Le groupe des écologistes du Sénat est aujourd'hui au bord de l'implosion. 4 sénateurs écologistes menacent en effet de le quitter. Pour eux, il n'est plus question que Jean-Vincent Placé conserve la présidence du groupe parlementaire. Il y a un groupe, mais là maintenant, il faut le dire, il est extrêmement menacé. Je crois qu'il y avait une volonté de l'ensemble des sénateurs écologistes de trouver une solution, de maintenir un groupe écologiste. Mais il y a aussi des lignes rouges. Tout le monde comprend bien que le président de l'UDE aujourd'hui ne peut pas être le président du groupe écologiste. Nous maintenant, on est très clair. Si on ne trouve pas de solution dans les 2 semaines, eh bien nous quitterons le groupe écologiste. Un ultimatum a été fixé au 4 novembre. Si d'ici là les sénateurs ne trouvent pas d'accord, c'est l'existence même du groupe écologiste qui sera remise en question. Le départ d'un seul de ses membres signifierait la suppression automatique du groupe. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations à ce sujet sur notre site internet publicsénat.fr. Autre titre ce soir, la Cour des comptes s'alarme d'une politique d'asile très mal maîtrisée. Un constat livré par les sages de la rue Cambon dans un rapport révélant un droit d'asile coûteux et défaillant. Mounir Soussi. Refus du droit d'asile n'est pas synonyme de départ du territoire. 96% des déboutés ne quittent pas le pays. En 2014, la Cour des comptes recense un peu moins de 1500 éloignements pour 40 000 jugements défavorables. Elle pointe le manque d'application des obligations de quitter le territoire. Conséquence, le rapport souligne une hausse du coût de la politique d'asile, 690 millions d'euros pour l'année 2013, hors frais de santé et de scolarisation. Une des raisons de cette augmentation, la longueur du délai de traitement des dossiers, 2 ans en moyenne. La crise actuelle des migrants a poussé le gouvernement à s'engager à le réduire à 9 mois. Mais l'application stricte des reconduites à la frontière a aussi un prix. En 2009, un rapport du Sénat chiffrait à 2186 € le coût par personne d'une expulsion forcée. Et à ce sujet, la sénatrice du Nord, Valérie Létard, réagissait à cette publication de la Cour des comptes. Écoutez l'élu centriste, c'était cet après-midi sur notre antenne. Lorsqu'on instruit votre demande, jusque-là, on l'instruisait dans un délai beaucoup trop long, que la nouvelle loi sur l'asile propose de réduire. On sait qu'une personne qui arrive sur le territoire, pour savoir si elle est véritablement réfugiée, c'est-à-dire qu'elle vient d'un pays en conflit ou au contraire en situation irrégulière, plus on instruit vite le dossier, plus on a de capacité à l'accompagner ensuite vers le retour. On a proposé dans la loi sur l'asile, on l'a reproposé dans la loi sur l'immigration, de créer ce qu'on appelle des centres dédiés, avec des possibilités d'assignation à résidence des personnes qui sont déboutées. Soyons plus fermes avec les déboutés et soyons plus humains avec les véritables réfugiés. Michel Hazanavicius, Omar Sy ou encore Jeanne Moreau, 800 personnalités réclament, comme la sénatrice de Calais, un plan d'urgence pour la jungle de Calais. 6000 migrants y vivent entassés. Les détails avec Nathalie Guilloire. Les appels se succèdent, tous réclament un plan d'urgence car sur place la situation se tend de jour en jour. Après avoir réclamé la présence de l'armée, la maire de Calais montre aujourd'hui son désarroi. On est arrivé à un seuil de population qui est trop important et surtout qui a été très croissant en un temps minimum. Nous sommes démunis face aujourd'hui à notre législation puisque nous ne sommes pas en capacité de pouvoir calculer l'ensemble de ces personnes. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'armée puisse venir contrôler l'ensemble du périmètre. Un désarroi relayé par le monde artistique, 800 personnalités lancent l'appel de Calais, comme le réalisateur Michel Hazanavicius, des musiciens ou bien des comédiens comme Omar Sy. Ils dénoncent la jungle de Calais. 5000 à 6000 migrants vivent dans ce centre de rétention, alors qu'il ne peut accueillir que 79 personnes. Afin d'apaiser la situation, le gouvernement a annoncé fin août l'installation de containers permettant de loger 1500 personnes au sein d'un nouveau camp. Les travaux devraient débuter fin octobre. Et maintenant, cette information sportive qui concerne bien des territoires en France. 6 étapes dans les Alpes autour du Mont Blanc. Le Mont Ventoux pour le 14 juillet. Le Tour de France 2016 gravira 28 cols et partira de la baie du Mont-Saint-Michel le 2 juillet. Un départ en France donc, une première depuis 2013. Mais les coureurs visiteront les pays frontaliers de l'Hexagone, Espagne, Andorre ou encore la Suisse. Allez, on poursuit avec la revue de presse. La revue de presse des unes de vos quotidiens et des hebdos ce soir. Que retenir? On va commencer, Paul, avec la une de la Croix. Exactement, Sonia. Le quotidien titre sur ce que va changer l'affaire Volkswagen. Vous le savez, cette fraude du constructeur automobile allemand. Le quotidien nous éclaire sur les effets que l'affaire a sur toute une filière. Ce scandale va pousser l'Europe à revoir son système d'élaboration et de contrôle des normes de pollution. Et puis, dans un éditorial de Guillaume Goubert, on s'interroge comment une entreprise symbole les plus éclatants de la fiabilité allemande a pu s'exposer à de tels risques.
On poursuit avec l'hebdomadaire L'Obs, Paul, et en une, c'est Emmanuel Macron. Oui, un ministre de l'économie placé en dynamiteur, Sonia. Ouais. Une couverture qui claque, le ministre qui pourtant sur la photo garde le sourire. Et une interrogation, Macron va-t-il trop loin? L'Obs, lui, va, c'est sûr, plus loin en qualifiant Emmanuel Macron de Rastignac de Bercy. C'est à lire en page 30 du magazine. Allez, autre couverture, l'Express à présent. Sonia, une couverture consacrée à New York, la capitale du monde, selon l'hebdomadaire. Mais on peut aussi découvrir cette semaine dans l'Express cette projection. Comment vivre sur Mars? Les journalistes nous racontent cette expérience menée par des scientifiques qui se sont mis au mode de vie martien. Et sur la planète rouge, eh ben, il faut tout économiser, à commencer par l'eau des douches. 30 secondes pour se mouiller, puis 1 minute pour se rincer. Une simulation passionnante à lire dans l'Express. Totalement passionnante. Merci beaucoup, Paul. À demain, avec plaisir. Allez, comme tous les mardis, nous vous proposons à présent les moments choisis de l'émission politique du Public Sénat, Preuve par 3, présentée par Michel Grossior et Perrine Tarnaud. Et l'invité, c'est le député européen et membre du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Regardez, on se retrouve tout à l'heure. Le statu quo n'est plus possible. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il dit vrai? Seules les réformes pourront demain sauver le modèle social français. Qu'est-ce que vous répondez quand il dit que le statu quo n'est pas possible? Oui. Ah ben, tout à fait. Le statu quo est insupportable. Il faudrait limiter la possibilité d'accéder à du contrat à durée déterminée pour les grandes entreprises. Il faudrait limiter le salaire des très hauts patrons et ne pas permettre qu'il y ait un écart plus grand que de 1 à 20. Il faudrait que le salaire des femmes soit celui des hommes. Le statu quo est impossible, mais c'est pas de ça dont il parle. Non. Il parle d'aggraver la situation, c'est-à-dire d'y mettre ce qu'ils appellent dans leur blabla la flexibilité, je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Mais bon, le président de la République, comme d'habitude, prend les gens pour des imbéciles. Il croit que depuis le temps, nous n'avons pas appris à lire les chiffres, que nous ne savons pas quelle est la situation sociale réelle, que nous ne savons pas que pour que tous les comptes sociaux soient au vert, il faudrait faire comme on a fait sous le gouvernement de Lionel Jospin, injecter de la capacité de consommation populaire qui relance la machine économique du pays. Bon, bref, il croit que nous ne savons pas tout ça. Alors, je ne sais pas si nous allons laisser impressionner. Je ne sais pas si vous considérez que le chef de l'État nous prend pour des imbéciles quand il cite en exemple l'accord paritaire de la semaine dernière pour sauver les retraites complémentaires. Clairement, avec ce système de bonus-malus pour les clairement, salariés. Il nous prend pour des imbéciles. D'abord, il pratique un mépris qui enrage les gens. Par exemple, il dit « Bon, la CGT ne vient pas. » Il devrait, s'il veut vraiment se mêler de tout, puisqu'apparemment le monarque se mêle de tout, il pourrait s'interroger. C'est le premier syndicat du pays. Hein. Je le rappelle. Il a déploré l'absence. Oui, mais il dit oui, en fait. Il a dit c'est facile et il y a les autres qui signent à leur place. Voilà. Est-ce que vous croyez que ce genre d'attitude pousse au dialogue? Est-ce que vous croyez que la CGT, réellement, ne signe pas pour se défausser sur les autres du soin de signer? Non, la CGT exprime un point de vue, on est pour ou on est contre, on en est d'accord ou pas, mais on n'a pas le droit de les mépriser d'un revers de main et en fait de les traiter de menteurs, parce que c'est ce qu'il fait. Et ensuite, quand il cite l'accord qui vient d'être conclu, c'est véritablement se moquer du monde, c'est de l'enfumage, car avec ce système qui, d'abord, n'est pas signé, nous allons maintenant interdire aux cadres, en particulier, et à tous ceux qui ont une retraite complémentaire, de partir à l'âge de la retraite, quand bien même ils auraient payé le nombre d'annuités, et il y aura, comme ils appellent ça, une décote, c'est-à-dire qu'ils toucheront moins jusqu'à l'âge... Alors on dit que c'est pour sauver les comptes, et que les comptes sont pérennisés. Monsieur Grossior, le jour où vous entendrez un chef d'entreprise de ce niveau, c'est-à-dire le chef de l'État qui est leur représentant du MEDEF... Ah, pour vous, c'est carrément le représentant du MEDEF. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il applique leur politique. S'il appliquait un début de commencement d'une politique syndicale, vous pourriez dire, ah ben comme d'habitude, le pouvoir de gauche aide ses amis. Donc ben, le pouvoir actuel aide ses amis et c'est le MEDEF. Bon. Donc il se moque de nous, bien évidemment. Il essaye de faire passer ça pour un bon accord. Donc les gens qui m'écoutaient, vous avez tous compris, le dialogue social, c'est on vous amène une feuille, vous signez, vous êtes licencié. La réforme, ça veut dire on vous prend ce que vous avez. Voilà ce que les mots sont devenus avec François Hollande. Donc ça va. Ah bon, nous sommes informés. Vous êtes encore plus opposant, de plus en plus opposant, plus le temps passe, j'ai l'impression. Non, mais si, non? Mais non, c'est... Depuis le premier jour, je vous ai expliqué qui était cet homme, quelle était sa ligne. Et à l'époque, vous étiez un certain nombre à avoir cru ses discours parce que vous n'aviez pas lu ce qu'il avait prononcé auparavant. Et François Hollande a toujours été sur cette ligne-là. Toujours. Sur quoi il est pire? C'est un peu le sens de ma question. Par exemple, le départ à la retraite. Il est pire que Sarkozy parce que il vient et dit aux gens, je vous laisse partir à 60 ans, et en réalité, il sait que les gens commençant à travailler à 23, pour avoir 43 annuités, ça veut dire qu'ils ne pourront pas partir avant 66 à la retraite. Peut-être qu'il n'est pas au courant, mais bien sûr que si, qu'il est au courant. Non, il a fait les grandes écoles, il le sait qu'il ment. Il le sait qu'il ment quand il dit ça aux Français. Et quand pourtant, il dit... il n'hésite pas à le faire. Est-ce que vous appelez une marque de respect ou traitez avec respect les corps intermédiaires
de dire de la CGT, premier syndicat de ce pays, ils ne signent pas, mais c'est une simagrée, parce qu'ils sont bien contents que les autres... C'est une marque de respect, ça. Non, c'est pas une marque de respect. Vous avez parlé du conflit à Air France, dans lequel vous vous engagez. Donc, qu'est-ce que vous estimez? Là, je vais encore citer François Hollande. Il dit que la solution passe par un effort de tous. Il parle de la direction, mais également des salariés. Et des mais l'effort n'est pas de même nature, tout de même. Mais un effort de tous. Compte, non? Quel est le genre d'effort vous voulez que les gens fassent? Sur la productivité, le nombre d'heures travaillées. Vous connaissez la problématique concernant les pilotes, monsieur Brossior, non, mais moi, je vous pose une question. Non, mais j'ai compris que vous me posiez une question, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous harceler. Mais je pourrais, notez-le bien. Mais alors, dans ce pays, maintenant, tout le monde, monsieur le Président de la République, je ne sais pas qui encore, 3 ou 4 de ces abagnats, ont décidé, tout d'un coup, un matin en se levant, qu'on payait trop les pilotes, parce que c'est les pilotes après qu'ils en ont. On nous sort les pilotes, on les payait trop. Ah bon? Vous découvrez ça maintenant? Et alors, on va leur demander de faire des heures de plus, parce qu'eux, en plus, ils sont médecins du travail, monsieur Hollande et les autres abagnats. Donc, ils savent que ces gens-là se reposent trop, ils peuvent se reposer moins. C'est de la foutaise. Et on sort la figure du pilote maudit. Pourquoi faire? D'abord pour taper les cadres supérieurs, qui feraient bien dans ce pays de se rendre compte que ce pouvoir est leur ennemi au moins autant que la droite. Et deuxièmement, pourquoi faire? Pour, au nom des cadres, taper les petits qui sont au fret, qui sont ailleurs, qui transportent des ceci, des cela. Qui ont fait beaucoup de sacrifices déjà. Voilà. Et on en fait beaucoup, on les a beaucoup humiliés, et en plus on les embastille le matin. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y avait que des gars de la base qui ont été pris à 6 h du matin. Hein, ils n'ont pas été chercher un cadre. C'est le top, pas le flop. Jean-Christophe Cambadélis dit, alors voilà, ou bien c'est l'union, ou bien c'est la division. Et au savoir, à peu près l'équivalent de dire où c'est le jour ou c'est la nuit, il a fait cette découverte. Ou bien c'est l'union, ou bien c'est la division. Il ne se demande pas pourquoi c'est la division. Il nous ordonne d'obtempérer et de venir faire de la figuration sur les listes socialistes. Mais si les gens se détournent des partis socialistes, UMP et compagnie, pourquoi? C'est bien, il y a bien une raison. Pourquoi irions-nous épouser ceux-là même que les gens rejettent? C'est absurde. Donc si Jean-Christophe Cambadélis avait dit, écoutez, quelles sont vos conditions pour faire l'union? S'il m'avait demandé quel est le tarif d'entrée pour l'union? C'est ce qu'il a probablement demandé un certain nombre de verres et dans certains cas au Parti communiste. Non mais je ne sais pas qui a accepté. Je ne crois pas, les communistes ne m'ont pas accepté quoi, madame? De figurer aussi sur des listes PS. Dans certaines régions. Dans quelle région? Je pense à la Bretagne. Non, 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 ça ne se fera pas. Non, non, non. Mais non, vous non. étiez Mais qu'est-ce que vous racontez, la Bretagne? Non, 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 non. Non, écoutez-moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit aux uns et aux autres, je sais ce que je peux répondre moi. D'accord? Moi, je ne parle pas, d'abord, je n'accepte pas qu'on me prenne pour un nigaud. Il a créé lui-même 13 régions qui n'existaient pas avant. Aucune structure de parti ne correspond à ça, aucune structure de l'État. Il a fait ça après avoir démantelé le sens des conseils généraux, appelés dorénavant assemblées départementales. Donc cet homme a fracassé la démocratie, les cadres traditionnels de la démocratie dans notre pays. Donc venez pas me raconter qu'il y a 13 élections régionales. Ce n'est pas vrai. Quand on habite Guéret, on est dans la même région que Biarritz. C'est de l'enfumage, du foutage de gueule, point barre. Et ceux qui disent autre chose sont des menteurs. Donc, malgré ça, il y a ces élections. D'accord? Si on m'avait dit, il y a un risque, d'abord le risque, ça commence à bien faire. Alors vous savez, le risque, il est là. Hein. Mais je ne comprends pas. Mais Madame Le Pen et le Front National, ce n'est pas un parti interdit, non, sauf erreur. Alors, c'est quoi votre affaire? Est-ce que la gauche va pouvoir se maintenir systématiquement au deuxième tour? Alors, mais ça, nous n'y sommes pas au deuxième tour. Nous allons voir si d'abord qui arrive en tête. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez l'air d'ignorer, c'est que les socialistes, quand ils ne sont pas en tête, ils ne se désistent pas. À Grenoble, au deuxième tour, les socialistes ne se sont pas désistés, alors que nous étions en tête. Alors de quoi on parle? Qui est responsable de quoi là-dedans? Le Front National est un parti pardon, légal. Pourquoi ne se sont-ils pas désistés? Je les comprends. Parce que nous avions dit, c'est notre ligne qu'on appliquera, pas la vôtre, parce que c'est nous qui sommes en tête. Alors ils ont dit, nous restons sur notre ligne de droite et nous voulons continuer contre vous pour vous empêcher de gagner. Ils préféraient faire gagner la droite que de faire gagner la gauche à Grenoble. Et maintenant, ils viennent nous donner la leçon. Le Parti socialiste est comparable à une liste du Front National? Mais pourquoi voulez-vous me faire dire des choses absurdes? Bien sûr que non, que ce n'est pas la même chose. Mais de quel droit, au nom du fait que ça n'est pas la même chose, ils vont avoir le droit de venir à me mettre le revolver sur la tempe et me dire « Vote pour nous, défais tes listes et viens vite avec nous » de peur du Front National. Si on fait ça, le Front National sera sans doute plus puissant. Pourquoi? Parce que les gens diront « La seule manière qu'on a de fiche tout ce bazar par terre,
c'est de voter pour eux. Eh bien moi, je voudrais qu'on fiche tout ce bazar par terre avec les valeurs de l'humanisme, de la fraternité et le refus de la logique de guerre civile qui est celle de Madame Le Pen. J'ai le devoir de le faire. Pas simplement, c'est pas une foucade de ma part. C'est le devoir politique d'un homme de gauche d'agir de cette manière. Nous avons le devoir d'exister en dehors d'eux, qui sont les fossoyeurs de la gauche, qui ont volé les mots, qui ont abîmé l'esprit public, et qui sont des gens qui prennent en otage. Vous avez entendu, tout à l'heure, vous me citiez Drey. Vous l'avez entendu, Drey, dans cette bande sonore qui traînait sur Internet. On l'a mis un peu en valeur. Il les traite lui-même de manipulateurs. Il dit que ce sont des menteurs. Ils vont essayer de faire peur aux gens pour les obliger à voter pour eux. Nous ne participons plus à cette mascarade, que ça soit bien clair. Donc, vous estimez que le principe du revolver sur la tempe demeure, même après ce référendum qui a quand même reçu... Encore plus, parce que pendant le référendum, qui est d'ailleurs... il se contente de peu. Moi, je me suis pas... C'est pas un top. Je me suis pas exprimé avant, tellement je trouvais ça... voilà, quand il passe un corbillard, moi je me découvre, je jette pas des pierres. Bon, donc le corbillard est passé, et le mort a été livré à domicile, c'est le Parti Socialiste et son référendum. Le corbillard, c'est le parti. Ben évidemment. Ceux qui me traînent devant le tribunal correctionnel prennent la responsabilité de cela. Voilà, de la violation de la liberté d'expression dans notre pays. Alors, il y a deux choses à considérer. Il y a d'abord ce qu'elle vient de dire. Oui. C'est naturellement une provocatrice et une menteuse, car elle exhibe de la laïcité. Or, les prières de rue contre lesquelles elle a protesté sont des prières de rue de musulmans. J'ai jamais dit, moi, j'approuvais les prières de rue. Je désapprouve toutes les prières de rue. Et c'est un problème de circulation et pas de laïcité. Bien. Les prières de rue qu'elle dénonçait sont celles des musulmans. Je fais remarquer qu'à intervalles très réguliers, il y a des prières de rue de certains fanatiques catholiques, que je ne confonds pas avec le reste de l'Église catholique, devant les hôpitaux ou les endroits où se pratiquent les interruptions volontaires de grossesse. On ne se souvient pas que qui que ce soit ait jamais protesté contre ce type d'énergumènes et leurs pratiques extrêmement offensantes et violatrices de la liberté individuelle des femmes qui ont déjà à aller jusque-là dans leur propre parcours. Cette liberté-là n'a pas l'air de gêner Madame Le Pen. Par contre, la liberté de circulation dans telle ou telle rue, oui, ça lui importe. Donc, c'est une menteuse uniquement préoccupée par un état d'esprit de guerre civile anti-musulman. Voilà. Et quand on dit qu'on dénonce certains et pas tout le monde, eh bien on le fait dans des conditions respectueuses. Moi, je dénonce les prières de rue devant les centres d'interruption volontaire de grossesse, mais je proclame que je ne confonds pas ces quelques énergumènes avec les croyants catholiques de mon pays, qui sont tous bons républicains et respectueux de la liberté des autres. Maintenant, deuxième point. La relaxe. Alors c'est le moment de vous dire quelque chose de très important. Il y a une drôle d'ambiance judiciaire autour de Madame Le Pen. Madame Le Pen, dorénavant, dit et fait ce qu'elle veut. Je vous en donne un autre exemple. Le code électoral et le code pénal punissent très durement ceux qui, quand ils sont candidats dans une élection, font semblant d'être de sorte des tracts en faisant semblant que ce soit ceux des autres. Exemple, je, parti de gauche, ferai un tract socialiste ou bien un tract UMP, évidemment racontant dedans des choses qui soulèvent le dégoût des gens. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait avec moi. Elle l'a dit à la télévision. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle assumait la responsabilité. Elle a été, après d'innombrables procédures de retardement, condamnée au maximum en première instance. Au maximum de l'amende. Il ne restait plus qu'un point, l'inéligibilité. Elle fait appel, et en appel, relaxe. Que se passe-t-il dans ce pays ? Elle assume un délit à la télévision et elle est relaxée. Elle rentre dans un tribunal et elle dit « je maintiens tout ce que j'ai dit » et le procureur demande la relaxe. Qui est le procureur? Dans le cas de mon affaire, il a dit qu'il s'en mêlait pas. L'enquête était perdue. Il n'avait pas lui-même poursuivi. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Vous mettez qui en cause? Je mets en cause le fait que le parquet dépend directement du garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux aurait dû donner des instructions générales concernant les élections, concernant la tenue du débat public, notamment concernant les élections, des instructions générales, je ne dis pas particulières, car à l'issue des élections de 2012, il y a eu beaucoup de questions de posées. Je vous rappelle que là, dans la circonscription d'Hénin-Beaumont, on a trouvé 18 fausses signatures qui ont été reconnus comme tels, ce qui prouve à l'évidence un complot qui n'a jamais été poursuivi. La justice vous a donné raison la semaine dernière encore contre Marine Le Pen. Donc on ne peut pas dire que systématiquement... Non, mais c'était autre chose. Elle la protège, ni que Madame Taubira protégerait Madame Le Pen. Madame Taubira pourrait donner des instructions qui permettrait, par exemple, d'apurer d'une certaine manière l'atmosphère et le niveau de ce qui se dit dans ce pays. Mais en tout cas, en matière d'élection, elle ne l'a jamais fait. Ça fera donc la deuxième fois que le parquet, qui dépend directement du garde des Sceaux, propose la relaxe à propos de Madame Le Pen. Vous voulez dire qu'elle est ménagée politiquement? Absolument.
J'affirme que Mme Le Pen est instrumentalisée par le système UMP d'un côté, où je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, frauduleusement les Républicains alors que nous le sommes tous, et d'autre part par le PS, parce que c'est son principal et unique et exclusif argument de vente. S'il n'y a plus de Mme Le Pen, il n'y a aucune raison de voter PS. Vous parlez de François Hollande. Mais enfin, François Hollande nomme les parquetistes, non, sauf erreur. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de les nommer? C'est une accusation très grave qui vise en plus le chef de l'État qui se présente comme le rempart du... Mais attendez, n'en rajoutez pas pour faire du buzz, monsieur Grosceur. Une accusation très grave, on fait de la politique, on explique ce qui se passe. Bon, oui ou non, les parquets dépendent-ils du garde des Sceaux, monsieur Grosceur? Vous avez fait des études de droit, je le sais. Oui, ils en dépendent, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce qu'un procureur qui a une affaire pareille dit « Ah ben tiens, parce que dans ce pays, les procureurs, heureusement, ne sont pas indépendants. Ce sont les avocats. » Vous avez dit tout à l'heure, il y a un menteur à l'Élysée, il y a quelqu'un qui tire des ficelles aussi. Quand on oui, bien sûr. Mais écoutez, personne ne peut croire au profit du FN. Mais bien sûr, est-ce que vous croyez qu'un parquetiste, c'est quand même quelqu'un de sérieux, un juge, comme ça, tout seul, ne prend aucun conseil, aucun avis et décide qu'il y a relax. Donc, relax pour Mme Le Pen à Douai, relax pour Mme Le Pen à Lyon, dans deux cas où elle risque l'inéligibilité. Parce que dans les affaires où elle ne risque pas l'inéligibilité, là, elle peut être condamnée. Alors Angela Merkel et toute l'Europe fait aujourd'hui les yeux doux à la Turquie, justement pour endiguer ce flot de réfugiés. C'est une honte. Est-ce qu'il faut ouvrir, selon vous, grand la porte de l'Union européenne à la Turquie? Non, de toute façon, ça n'a pas de sens. Il y a des procédures pour entrer dans l'Union européenne, il y en a au moins, au minimum, si ça marchait bien, pour au moins encore 5 ou 6 ans. Mais est-ce qu'il faut accélérer, peut-être, au nom d'un accord avec la Turquie pour endiguer ce flot de réfugiés? Il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la Turquie? Encore une fois, de la politique à courte vue. Comme on déclenche des flux de migration, il n'y a pas quelqu'un qui veut les arrêter avant qu'ils arrivent chez nous. Donc on est prêt à n'importe quoi. Donc on va soutenir le régime turc, qui lui, au lieu de combattre Daesh, bombarde les Kurdes, qui eux combattent Daesh. Vous vous en souvenez de ça? La Turquie est membre de l'OTAN. On croyait que les membres de l'OTAN étaient alliés pour faire la guerre en Syrie à Daesh. Non, la Turquie fait la guerre aux Kurdes qui font la guerre à Daesh. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Deuxièmement, la Turquie, le gouvernement turc actuel, pratique une politique extrêmement agressive contre la démocratie et les partis de liberté en Turquie, et c'est ces gens-là qu'on va les soutenir. Donc le voyage d'Angela Merkel ce week-end à Istanbul, c'était de la précipitation alors? Je pense qu'elle est en train de s'affoler. Je pense qu'elle se sent un rôle un leadership en Europe que personne ne lui a demandé de faire. Bah, pourquoi c'est elle qui y va? Au nom de quoi? Qui l'a mandaté? Est-ce qu'elle engage la France? Bon, par la force des choses, M. Hollande, toujours d'accord avec elle. Mais ce n'est pas le sujet le plus important. C'est un sujet important, je vous le concède. Mais regardez, comment a-t-elle pu? C'est pas ça le plus grave, le plus honteux, le plus immoral. C'est quoi? C'est qu'elle ait osé dire aux Grecs, on est capable de réviser votre politique d'austérité si vous gardez les pauvres gens qui arrivent. Je crois que personne ne s'est rendu compte réellement de cette offre grossière. Et ce gouvernement allemand est le champion du monde de la grossièreté, de la brutalité. Il y a même un vice-ministre des Finances qui a dit « Ah, mais si les Grecs ne retiennent pas les migrants, on leur donnera même pas l'aide qui est prévue. » Vous dites ça d'Angela Merkel qui a ouvert tout grand les frontières de l'Allemagne aux réfugiés. C'est un fait. Ben écoutez, si vous êtes content, tout va bien. Non, je rappelle mais ça ne tient pas debout ce que vous dites. Ce n'est pas vrai. Non. Monsieur Grosceur. Elle n'a pas été quand même parmi les pays européens celle qui a le plus et le mieux peut-être accueilli ce flot de réfugiés. Beaucoup lui reprochent aujourd'hui d'ailleurs à droite parmi vous êtes incroyable quoi. Mais la communication, c'est pas la réalité. Madame Merkel a dit qu'elle était prête à recevoir 800 000 personnes. Aussitôt, vous avez tous dit « Ah, Madame Merkel, c'est formidable ». Le point que le journal Grotès s'est même amusé à dire. Et si seulement elle était française, peut-être qu'ils ont perdu le bon sens. Ça peut vouloir dire qu'un chancelier allemand soit français. C'est très intéressant comme idée. Enfin bref. Comme dans ce pays tout au haut de but, on est prêt à admirer n'importe qui pour n'importe quoi, on a trouvé ça génial. Et moi, j'ai immédiatement dit « Ah bon ?» Et l'année prochaine, encore 800 000, et l'année d'après, encore 800 000. Personne n'est capable de faire ça. Pas plus Mme Merkel, quelqu'un d'autre. Qui avait raison? Moi, 3 jours après, elle ferme la frontière. Dites voir, vous venez de me dire à l'instant qu'elle a ouvert les bras aux immigrés. Vous avez entendu dire qu'elle a fermé la frontière ou pas? C'est arrivé jusque dans ce studio, vous le savez. Donc arrêtez de dire qu'elle a ouvert les bras à la terre entière. Ce n'est pas vrai. Voilà pour ces moments choisis et très vifs. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve bien sûr demain avec plaisir pour de nouveaux débats. Et l'entretien, demain, ce sera avec le dessinateur, humoriste et artiste Philippe Geluck qui viendra avec son chat, bien sûr. À noter aussi nos autres rendez-vous demain matin, 8h, Territoire d'Info, avec Christian Jacob, député des Républicains de Seine-et-Marne. À demain donc, belle et douce soirée en notre compagnie.